Salut à tous, bienvenue dans Backcheck, le débrief. On va revenir sur cette grosse soirée de hockey sur glace, Stéphane. Que d'émotions sur les différentes patinoires. Oh oui, des revirements, des surprises et surtout, une équipe qui est en vacances. Eh oui, les Tessinois sont en vacances et sauvés, sont toujours en Liga l'année prochaine. Mais par contre, les deux séries qui continuent, bien sûr, et notamment Berne qui a marqué un nouveau point, qui a réussi à battre les ZSC Lions. Attention, si vous aimez les décisions compliquées au niveau des arbitres, si vous aimez les décisions parfois polémiques, on n'en sait rien, on va en parler bien sûr sur ce plateau avec cette victoire donc bernoise 4-3. Et puis l'autre club bernois, Bienne, a été battu par Lugano et c'était surtout l'absence d'Hilaire. Mais on vous l'a dit, l'image du jour, c'est bien sûr la joie d'Ambry Piotta qui est désormais en vacances. Oh, ça va chanter du côté d'Ambry Piotta ce soir, en effet, avec cette décision, cette victoire qui permet aux Léventins d'être en vacances. On va y revenir d'ici quelques instants avec nos invités, en compagnie de Gilles Montandon, bien sûr, ancien joueur de Ligue nationale, en compagnie de Serge Pelletier, l'entraîneur du HC Ajoie, qui connaît bien cette maison d'Ambry Piotta. Non, ça commence... Qu'est-ce que j'ai dit? Oh mon Dieu. Les gens qui nous écoutent attentivement, c'est l'entraîneur du HC Ajoie. Je sors, pour celle-là, je sors. Serge, mille excuses. On avait Gary il y a 2 jours sur ce plateau. Je reste encore là. Mais quoi qu'il en soit, ça ne sera pas la polémique de la soirée, messieurs, puisqu'il y en aura d'autres, notamment dans la rencontre entre le CP Berne et les ZSC Lions. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, avec Bienne. Bienne face à Lugano, avec dans la cage biennoise, non pas Jonas Hilaire, mais bien Elien Pope. Et Elien Pope a tenu le choc, a fait du tout grand job durant une mi-match, enfin la moitié d'une rencontre. Et ce qui est sûr, Serge, c'est qu'il a réussi à frustrer un Grégory Hoffman, ce qui doit le mettre plutôt en confiance vu le 3e tiers compliqué qu'il avait vécu lors du dernier acte. Oui, effectivement, c'est une occasion tôt dans le match de la part de Grégory Hoffman et puis ça a pris un excellent arrêt du gant de la part de Pope justement pour garder le Bienne dans le match dans ses premiers instants. Disons que Pope a connu un très bon match ce soir. Très bon match, en effet, et match plus compliqué pour les Biennois, à l'image de Robbie Earl, qui va quitter ses coéquipiers quelques instants à la suite de cette charge de Bertagia. Tout ça pour dire, Stéphane, qu'on ne se fait pas de cadeaux sur la glace, notamment dans cette série, et sur cet angle, on ne voit rien du tout. Non, on ne voit pas grand-chose. On voit juste Bertagia qui arrive et qui semble heurter quelque chose, mais on devine que c'est Earl parce qu'on en a parlé. Il a été chassé, d'ailleurs, regardez. Écoute, ça m'a pas l'air bien méchant. Je pense que Robbie en a rajouté un petit peu. Regardez, ouais, il touche peut-être un petit... Je suis pas sûr que le contact principal est contre la tête. Évidemment, comme Dufner l'avait fait lors du match précédent à Bienne, grand cinéma sur la glace, les soignants pour sortir. Il est revenu au jeu quelques minutes après. Ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu, sincèrement. Quand les gars restent sur la glace comme ça, on semblant d'être morts pour influencer l'arbitre, monter le public contre l'arbitre, etc. Je ne supporte pas ça, ça appartient au sport, ça s'appelle le football. Messieurs, je demande votre avis là-dessus. Gilles, c'est du football, là? C'est un peu du football. Quand on voit le dernier match, Kevin Fay, qui lui manque une jambe et puis il ressort debout. Il ressort debout, chapeau. Là, effectivement, ça n'avait pas l'air bien méchant. Est-ce sur le moment, est-ce qu'un carandage peut faire mal ou un truc comme ça? Mais bon, apparemment, on a connu pire et il y a eu moins que ça. 0-0 après 20 minutes. Sur l'action. Oui, 0-0 après 20 minutes de jeu. On arrive à la 34e minute de jeu et en l'espace de 2 petites minutes, Serge, le match va complètement basculer en faveur des Luganais. Et qui sonne la charge? J'ai envie de dire l'inévitable Maxime Lapierre. Oui, tout à fait. C'est un puck, comme on dit dans le jargon. C'est un turnover de la part de Bienne à l'entrée de zone. Et puis récupéré par le défenseur Johnston, qui a beaucoup de succès dans ses playoffs en passant, qui remet avec une transition très rapide, un peu à la mode de Davos.
qui rejoint Maxime Lapierre et puis d'un tir précis entre les jambières qui va déjouer le gardien Pope. Roman Engui pour le 2-0, assist de Fazzini et de Wellinger. Les buts qui vont véritablement s'enchaîner là pour le HC Lugano qui retrouve, Stéphane, son efficacité. Oui, ça c'est difficile, un puck chaud à l'engagement. Engagement gagné, le puck qui arrive sur Forster, n'arrive pas à le maîtriser, tout de suite le tir, voilà, c'est des effets de jeu qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi Wellinger a un assist là-dessus, parce qu'il n'était même pas proche de l'action. En tout cas, bref, ça sera sûrement corrigé, c'est un détail. Merci Stéphane. Fazzini et Valker au niveau des assists, c'est pour le 3-0. Et on retrouve qui est Gilles Montando, Grégory Hoffman. Ouais, par contre, super goal. Là, c'est vrai qu'ils ont pris le temps de s'installer, ils paniquent pas, super passe, shoot direct. C'est pas le premier qui fait là de Grégory Hoffman, qui est pas le premier qui marque depuis là. Il est dans le bureau à Crosby. Là, il est dans le bureau à Crosby. Ça, c'est le bureau à Crosby. Gretzky, c'était derrière la cage, mais Crosby est toujours là, dans la langue très, très fermée au poteau. Et là, c'est Fazzini, pas Malkin qui a passé. C'est Fazzini, un petit peu plus petit, mais la passe était quand même pas mal. Fazzini qui lui remet l'appareil, parce que dans l'autre match, c'était plutôt Hoffman qui avait remis l'appareil à Fazzini pour son goal dans la partie supérieure contre Hilaire. Et puis, chapeau à Hoffman. Mais à part ça, quand ça va bien, tout va bien quand même à Lugano. Parce que rappelez-vous, sur ce plateau, on avait parlé justement des snipers, des Fazzini, des Hoffman qui étaient en période de disette, qui ne trouvaient plus le cadre. Exactement, on ne les voyait pas, ils se créaient peu de chances de goal. Et tout d'un coup, paf, autour de l'Iunen, c'est vrai, mais quand Lugano va mieux, c'est 6-7 tirs au but, à peu près, au niveau d'Hoffman et Fazzini par match. Forcément, j'ai envie de dire, ça revient pour Lugano. 3-0 après 40 minutes de jeu. Là, on se dit que les carottes sont quittes, mais souvent 3-0, c'est un score trompeur, un mauvais score. On n'aime pas ça, qui est sur glace, au niveau des entraîneurs, parce que le discours, c'est plus compliqué. Vous avez beau dire à vos joueurs, c'est pas terminé, la preuve avec Rayala, encore et toujours, quand même, présent finalement, Serge, absolument. Ouais, qui d'autre? Et puis un puck perdu, un bon échec avant de la part de Bienne. Et puis, on voit ici le puck qui est remis avec intelligence là, de la part de McFlicker rapidement à Rayala. Et puis, sur la séquence, il faut mentionner que, justement, Tuominen avait composé avec ses 3 étrangers ensemble sur le même bloc pour pouvoir peut-être revenir dans le match après ce score de 3-0. 5 contre 3 à Bienne qui ne laisse pas passer l'Aubagne. Il reste 8 petites secondes. Nick Flicky, on l'a vu passeur, on va le voir buteur, puisque c'est lui, me semble-t-il, qui dévie devant la cage, Gilles. Ouais, effectivement, Lugano à 3 par indiscipline, voilà, vous donnez des chances de goal, assez faciles parce qu'à 5 contre 3, vous devez à ces moments-là capitaliser. C'est ce que fait Bienne de surcroît très bien. Et là, vous compliquez tout d'un coup la situation. Pénalité stupide. Ah ouais, complètement. Slashing. Fura, il accroche juste devant l'arbitre en zone de défense. Et écoutez, après ça, on va dire l'arbitre est sévère. Mais non, mais Fura, il ceinture son joueur. C'est automatique, là, si on en a parlé, évidemment. Puis Bienne a marqué à 5 contre 3. Donc, a bénéficié encore une fois d'un avantage numérique, parce que si vous marquez à la fin de la première pénalité, vous avez encore un 5 contre 4 derrière. C'est exactement ce qui est arrivé. Ça en est sorti du côté de Lugano, mais on a joué avec le feu. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a joué avec le feu. Le match qui aurait pu finalement complètement tourner en fin de rencontre. Mais c'est Lugano qui va marquer dans la cage vide par Sanitz qui fait son retour, en fait, finalement. Quasiment de pénalité. En tout cas, il est sur la glace. Regardez, il trébuche. Paf! Non, c'est pas lui, mais lui, il a la cage ouverte. Ouais, là, on va discuter de ça parce que... Oui, on va discuter de ça. On a envie d'avoir l'avis, j'ai envie de dire, de l'attaquant, enfin de l'ancien attaquant, et l'avis du coach. Serge, d'abord. Ouais. Il la rate. Icing. Icing, donc engagement en zone de défense. C'est ça. Disons, à mon avis, je veux dire, le joueur, quand il revient au banc, bien essayé, mais manque pas le but, par contre. Parce que... Tu n'avais intérêt à pas le manquer, parce que moi, je ne te manquerai pas, le coach. Parce que tu vas te faire tirer les oreilles. Surtout dans un match, je sais que Lugano a joué avec le feu. C'est clair que lorsqu'il marque, on oublie tout, mais quand il ne marque pas, oh là là, on lui dit, hé, là, viens ici, jeune homme. C'est pas ça qu'on attend de toi, justement, de lancer au but et risquer, justement, de manquer le but. Ouais. Bon, après, c'est Sanitz. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas... Non, mais ce que je veux dire par là, attention, c'est que c'est pas un jeune joueur, on me dirait, il n'est pas à ce moment-là sur la glace, normalement. Mais, ouais, d'autant plus. Non, surtout que sur l'action-là, il intercepte, si on veut, une mauvaise passe de Bienne, qu'on essaie un jeu en transversal. Il y a de l'espace pour patiner avec, sortir tranquillement de la zone, de son territoire, et puis assurer en traversant la ligne rouge, franchissant la ligne rouge, et lancer par la suite. Il n'est pas sous pression. Le défenseur ne vient pas celui dont il a tout son temps. Donc, il y a un élément de risque là-dedans. Là, maintenant, on oublie tout parce que, bien entendu, il a marqué.
Oui, parce que Gilles, lui, l'aurait tiré de toute façon. Alors, par contre, pour sa défense... Avocat de la défense. Pour sa défense, non, mais je veux dire, c'est jamais facile à mettre, mais là, il est dans l'axe. Ouais. Et c'est pas comme il est dans le coin, puis qu'il doit jouer. Il a arrêté, il n'est pas en mouvement non plus. Je veux dire, il est dans l'axe, il suffit de viser. Alors, c'est comme vous faites des putts au golf, il y a toujours un point de rupture. Ça veut dire où il faut mettre votre balle pour qu'elle glisse vers le trou. Là, il suffit, comme il est dans l'axe, il suffit de viser le milieu de la patinoire, et le goal se trouve juste derrière. Ça continue, quoi. Je veux dire, c'est assez simple à mettre, là. Mais moi, j'aimerais dire que, je ne sais pas si on est de la vieille école, moi puis Serge, là-dessus, mais... c'est un truc qui se fait pas. Si tu fais ça, tu te fais engueuler par ton coach. C'est inadmissible de faire un choix de jeu comme ça. Oui, il marque, mais ça se fait pas. Tu peux pas choisir ce jeu-là. Mais là, moi, je regarde beaucoup de matchs de NHL et je vois ça régulièrement. C'est la jeune génération. Est-ce qu'on est, nous, on est largués? C'est pas la stat personnelle, finalement. Non, mais à un moment donné, j'ai vu ça à NHL. Récemment, un gars a fait ça, a raté la cage, dégagement interdit. Pas dans la zone de défense. Je ne sais pas si le coach a fait de remarque. En plus, avec le nouveau règlement, tu n'as pas le droit de changer les joueurs sur un dégagement interdit. En plus, donc il y a un élément également de fatigue. Il faut croire que la nouvelle génération a plus de précision que la vieille. Non, mais ce que je veux dire... Ils ont moins de soucis sur tout. Ce que je veux dire, proportionnellement, tu as peut-être plus de chances de gagner un match en essayant de marquer un goal supplémentaire parce que tu es un goal en retard. Hein. Je veux dire, voilà, dans le fait de jeu, tu ne le marques pas, tu n'as toujours qu'un goal, c'est un shoot. Hein. Moi, je pense que tu as meilleur temps d'essayer de marquer un goal. Là, on ne le faisait pas avant, c'est vrai. Non, mais j'ai l'impression qu'un petit peu plus moderne. Peut-être que les statistiques donnent raison à ceux qui essayent de marquer, j'en sais rien. Ouais. La statistique de la soirée, on va le voir à travers les 3 rencontres, c'est qu'il fallait mener au score à la dernière minute de jeu et que le Vatou n'a pas fonctionné forcément pour les équipes qui essayaient d'égaliser. Allez, une réaction, messieurs. On va l'écouter tout d'abord du côté du HC Lugano. Après ce succès, écoutons tout de suite Sébastien Reuil. Sébastien Reuil, on a vu un gros travail défensif ce soir de Lugano. Ouais, on savait qu'ils allaient montrer une réaction par rapport aux 2 derniers matchs. Donc il fallait qu'on soit serré derrière, qu'on joue bien dans nos zones défensives, chacun sa place, chacun son rôle. Et puis on l'a bien fait, on les a tenus à l'écart de Elvis. À la fin c'est devenu serré, mais on a bien tenu le match du début à la fin. Et justement, vous avez évité les pénalités durant tout le match, et puis à la fin, il y en a 2 coup sur coup. Ça aurait pu envoyer tout le monde en prolongation, ça? Ça aurait pu, mais on a bien tenu. On a pris un goal à 3, après à 4, on a bien tenu la baraque. Ils ont même sorti le gardien. C'est les playoffs, c'est ça, il faut être prêt jusqu'au bout. Il faut jouer 60 minutes. Là, on a joué 57 minutes. Les 3 dernières, on a pris des pénalités un peu bêtes qu'il ne fallait pas prendre à ce moment-là du match. On les a laissés revenir dans le match, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, on a la victoire, c'est bien, mais il faut aller chercher ce 4e match. La victoire, vous l'avez, mais il y a aussi un puck de match samedi à la Rezega. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Il faut vraiment qu'on se concentre déjà sur ce match. C'est chez nous, il faut qu'on monte nos meilleurs écrits, qu'on fasse le meilleur match de la saison à la maison et puis amener prendre cette 4e victoire. Merci beaucoup, Sébastien. Ah oui, là, c'est Lugano qui a le vent en poupe, qui a le momentum, comme on dit, et qui mène 3-2 donc, dans la série. Puis du côté du HC Bienne, absence de Hiller ce soir. On a fait le job défensivement quand même, Stéphane. On a bloqué quand même 19 tirs devant le gardien, le jeune gardien Pope, qui a fait un match correct, honnêtement. Ouais, sur le premier tir entre les jambes, on peut discuter, mais c'est un tir frappé, du point d'engagement. On ne peut pas y blâmer ça. On sait qu'Hiller en prend beaucoup entre les jambes, donc peut-être qu'il a appris du maître. Mais honnêtement, bon, c'est une boutade. Hein. Non, mais 4 goals encaissés, dont un dans la cage vide, c'est que 3 buts encaissés. Oh, non, c'est pas lui. Il a fait le job devant la cage. Okay, Est-ce qu'on peut être unanime là-dessus? On est d'accord, monsieur? Il y avait de la pression, le jeune. Il y avait de la pression, le jeune. C'est pas facile. C'est des conditions vraiment. Puis je l'ai dit, à la maison, c'était pire que de jouer à Lugano, parce que là, tout à coup, il s'effondre devant le public et tout. Je peux vous dire que le gamin, il n'a pas dû bien dormir la nuit dernière, je vous le garantis. Comment on analyse justement cette défaite du côté des joueurs biennois? On va écouter maintenant la réaction de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, on a vu un HC Bienne solide. Malheureusement pour vous, il y a ces 2 minutes d'égarement dans la période intermédiaire qui vous coûte 3 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont été très opportunistes. Mais écoute, j'aimerais souligner la belle performance des Liens. Avec l'absence de Jonas, qui a très bien joué ce soir. Donc, je pense que ça a été une bataille des gardiens. L'autre côté aussi a bien joué. À la fin du match, il manque pas grand-chose pour aller en prolongation. Ouais, écoute, c'est des matchs tellement serrés. Lugano, c'est un bon club, nous autres aussi. Puis, il faut tourner la page immédiatement puis se concentrer sur le 6e match.
Vous meniez 2-0 dans cette série, maintenant c'est 3-2 Lugano. 6e match à la Rezega. Comment ça va se dérouler là-bas? Faut avoir la même mentalité qu'ils ont eu quand ils perdaient 2-0 contre nous. Désespéré, puis être constant durant tout le match. Puis écoute, on a gagné le 2e match là-bas, on peut le refaire. Merci beaucoup Marc-Antoine. Ouais, merci Kins, encore impeccable au niveau de sa stat. 93-3 ce soir, il n'y a pas de miracle. Quand vous avez un portier avec de telles statistiques, mais en général, vous gagnez le match. Il y a une équipe qui pouvait se qualifier ce soir pour la finale, qui ont posté son billet, comme on dit, c'est les Z et c'est Lions, qui jouaient bien sûr du côté de la capitale face à Berne. On attendait une réaction bernoise. Il y a eu, certes, mais dans un match mano à mano qui a été passionnant, les arbitres ont dû jouer un rôle une nouvelle fois crucial. On va voir ça en détail. On va se replonger, messieurs, dans ce match. Gilles Montandon, premier tiers, enfin réussi, presque dans sa totalité pour le CP Berne depuis le début de la série. Oui, effectivement, c'est probablement leur premier tiers où ils dominent quand même passablement ce match-là. Là, c'est vrai, sur les 15 premières minutes, je veux dire, ils sont hyper dans le coup. Alors, on s'attendait au moins à ça de la part de Berne. Mais ils l'ont fait. Après, des fois, on est plein de bonne volonté, puis ça ne marche pas comme on veut, tandis que là, ils prennent le taureau par les cornes. Et puis, ils font du bon hockey, ils sont puissants, ils sont intensifs, et puis ils marquent des goals. Oui, ils étouffent complètement les ZDC Lions, qui n'arrivent pas à se montrer dangereux. Ils mènent à 1-0. La logique est respectée. Ils vont même marquer le deuxième. On va le voir par Andrew Ebet à la suite d'une action personnelle signée Chervet. 4 contre 5. À 4 contre 5, et là on se dit c'est le tournant du match. Mais voilà Stéphane, ce but va être annulé. Oui, avec justesse, c'est juste, ce but-là n'est pas un bon but. On va vous expliquer pourquoi. C'est que le gardien, finalement, le puck n'était pas visible, mais le puck était en dessous de la canne et des jambières du gardien. Et Ebet est arrivé à pousser finalement la canne et les jambières du gardien pour propulser ce puck derrière le gardien. Vous allez le voir, ça, c'est pas le meilleur angle. Le prochain sera le meilleur, je pense. Depuis celui de l'autre côté, le reverse angle, on va le voir juste maintenant. Regardez bien, facile à comprendre. Vous allez tout de suite réaliser ce que je dis. Voilà, le puck n'est plus visible. Il n'est pas visible, il est en dessous du gardien. Ebet vient, pousse la jambière, la canne et propulse le puck derrière le but. Alors, c'est un but qui n'est pas valable. Si le puck avait été un temps un peu visible, le joueur touche le puck d'abord, c'est tout bon. Mais là, c'est une excellente décision des arbitres d'annuler. C'était pas facile. On est à Berne. Vous avez les sifflets, vous avez le public. C'est compliqué, beaucoup de courage des arbitres. On a annulé ce but-là avec raison. Oui, Gilles. En fin de compte, est-ce que c'est Ebet qui le met? Dans quel sens? Est-ce que c'est pas Chervet qui le met et le Ebet il donne un petit coup? Ce que tu dis, c'est que le puck n'était pas déjà en train de glisser. Est-ce que... on l'aurait vu apparaître entre les jambières de l'autre angle, je pense. Hein? Écoutez... Non, sur le fait de jeu, si c'est Ebet qui tape la canne, la jambière, puis le puck rentre, oui. Est-ce que Ebet y est pour quelque chose? La question, c'est vrai que le puck arrive assez vite quand même, pour un gars qui a tapé les jambières, on est d'accord. À la limite, l'arbitre, le gardien se bouge un petit peu, et bon, bref, annulé. Bon. Annulé. Celui-ci. Par contre, il faut mentionner que sur l'action, il y a tout le monde qui a fait juste. On a demandé à Fuller de faire l'arrêt et puis couvrir le puck, il le couvre. On a demandé à Ebet d'aller au rebond et puis de le jouer jusqu'à temps que l'arbitre siffle. Il n'avait pas encore entendu le sifflet. Et puis, l'arbitre a également fait juste parce qu'il a pris la bonne décision. Tout est beau. Absolument. Après être allé voir la vidéo, et ce sera un petit peu le leitmotiv de la soirée, vous l'avez compris. On en reste à 1-0, mais Zurich va réussir à égaliser. Fin de période, justement, les Zurichois vont réussir à accrocher de l'égalisation. 18e minute de jeu. Roman Vik, c'est aussi le réveil, finalement, cet acte 5, messieurs, parce que on va le voir, Roman Vik là, on va voir Arcobello aussi. Et ça, franchement, Gilles Montandon, on l'avait dit, Roman Vik, il n'avait pas trouvé le chemin des filets en play-off, et là, il le trouve de fort belle manière. Oui, effectivement. Bon, déjà, il se démarque super bien. Il coupe les angles là, par rapport au défenseur de Berne. Par rapport au défenseur de Berne, il reçoit une super passe du défenseur, de son défenseur. Il s'y prend à 2 fois, mais il a ce culot, il a ce sang-froid de garder son puck, de partir, d'aller défier le gardien, comme on aime bien, en tout cas, comme j'aime bien le dire, et puis marquer du revers. Super goal. À partout, on voulait vous montrer une scène de fin de période. C'est Simon Moser sur Roman Vik. Et avoir ton avis, Stéphane. Regarde sur cette action. On va la voir. Attention, bim. La voici. Le coup de bien haut de Simon Moser sur Roman Vik. On est loin de l'action un petit peu, mais
J'ai l'impression que Moser a été poussé et puis il a monté son coude sur la tête de Romanovic. On va le voir au ralenti. Regardez, Moser est poussé et là, il monte la canne au visage ou le coude derrière la tête. J'ai pas canne au visage, mais la canne est haute, le coude est haut, etc. On va faire un zoom pour en savoir un petit peu plus, mais c'est un coup plus que limite. Mais il faut savoir que Romanovic, moi, il a joué un bon match ce soir, là, mais je trouve qu'il fait du cinéma. À chaque fois qu'il y a une canne proche de son visage, il monte, il se prend la tête, etc. Il en rajoute toujours un peu. Il met toujours de la moutarde un peu, là. Et puis, ça m'agace un petit peu. C'est parce qu'après ça, les arbitres ne te croient plus. Quand tu fais comme ça, là, il est Mais enfin, là, ils l'ont pas cru la première fois non plus, quoi. Moi, je veux un petit peu le joueur, parce que c'est un petit peu humain aussi, parfois. Tu penses pas? Oui. Là, t'as quand même un coup de coude de Moser, qu'il soit poussé ou pas poussé. On a l'impression quand même qu'il lève le coude. Comme on le voit dans au le banc après, là, écoute, s'il est arrivé la visière contre le plexi, il n'est pas en train de mourir non plus. Je dis pas que là, sur ce coup-là, il n'y a pas su un coup de Moser qui aurait dû être pénalisé. Je dis pas ça, mais je dis que le fait qu'il en rajoute, ça ne l'aide pas à ce que les arbitres croient. C'est juste. Disons qu'il y a des joueurs qui, malheureusement, se formulent une certaine étiquette. Et puis, il n'est pas à ses premiers matchs en National League. Donc, ça devient justement, les arbitres disent, bon, on va laisser passer, c'est vite, quoi. C'est souvent ça qui arrive. Il en rajoute encore. Berne ne va pas laisser passer l'opportunité en deuxième période d'accélérer et va marquer à 3 reprises dans l'espace de moins de 2 minutes. Le match qui va basculer véritablement dans le camp bernois avec un Arcobello des grands soirs et surtout ce 1 de Ruffenhardt. Arcobello, franchement, Gilles Montandon, ça c'est du hockey caviar. Ouais, effectivement, c'est paradoxal, c'est que sur ce coup-là, ils arrivent à gérer le puck, ils ont une gestion du puck qui est juste extraordinaire, ils vont pas super vite, ils se font des bonnes passes gauche-droite sur le gardien, c'est difficile à défendre, le gardien doit bouger toujours entre ses poteaux. C'est assez simple comme jeu, mais c'est hyper efficace. Alors bien sûr, il y a une passe qui est juste parfaite. Arcobello, il a quelqu'un, je crois que c'est Souter qui est là. Alors bien sûr, Souter, il a plus l'habitude de marquer des goals que de défendre. Et là, ils prennent un goal. Avec ces contre-attaqueurs rondement menés une nouvelle fois par le CP Berne, Simon Moser, tout le monde s'écroule, Klein qui vient à la rencontre de Flueller et Serge, on se dit attention, vidéo review, épisode 2. Comme ça, tac, tac. Exactement. Bon, déjà à la base, au départ, ça veut dire c'est une attaque à 4 contre 3. Et puis il y a le défenseur Batlisberger qui réussit à intercepter justement l'action, mais qui la redonne aux joueurs de Berne. Et puis, on a lancé en direction de Flueller. Bodeman, comme j'ai expliqué auparavant, entre en contact avec le défenseur Klein devant le filet. C'est pour ça que l'arbitre, justement, a donné ce but, parce que le contact du joueur de Berne n'était pas contre le gardien, mais plutôt contre le défenseur. Stéphane, validation du commentaire de Serge? Oui. Moi, je l'aurais donné, honnêtement, mais c'est discutable, parce que c'est comme au billard, hein? Il y a la boule qui frappe la boule, qui frappe l'autre boule. Donc là, on appelait ça des combines à l'époque. Des combines, une combine au coin. Exactement. Là, c'était une jolie combinaison, 23 sur le 11 sur le 10. Mais voilà, c'était discutable, mais bonne décision des arbitres. Là. Celle-là, on va pas. C'était pas facile. Pas de discussion en tout cas sur le 4-1 signé une nouvelle fois Arcobello, le maître tir. Et comme Gilles aime à nous le répéter sur ce plateau, temporisez les gars, tirez pas tout de suite. Exactement, procrastination, c'est exactement ça, quoi. Mais là, il y a Untersander, là, parce qu'on l'a un petit peu critiqué quand même. C'est lui qui fait la sortie de zone, qui fait la passe à Arcobello, qui plonge sur le goal, qui prend les défenseurs avec lui. Et là, comme tu l'as dit, c'est que Arcobello, il est là, plein de sang-froid, lucidité, il temporise, il gagne du temps. Les défenseurs, avec ça, reculent un petit peu, il prend un défenseur comme écran. Et voilà, après, il vise, mais il vise bien. Non, le tir est... Ouais, doublé pour Arcobello, game-winning goal ce soir. C'était un match plein. Hein. Du côté de l'Américain, on l'a retrouvé tranchant, on va dire, dans le jeu bernois, un peu comme Ebet. Quand même, les joueurs, Stéphane, du CP Berne qu'on a critiqué, qu'on trouvait en dessous, qu'on trouvait un peu fatigués il y a encore de cela 2 jours, ce soir... Ils ont travaillé. Ouais, ils ont travaillé fort. On a vu Moser qui a travaillé. On a vu Az essayer tant bien que mal, même si ce n'était pas encore un grand match de sa part, mais il a essayé. On va voir que son plus beau jeu de la soirée, c'est son jeu défensif, que vous allez voir quelques secondes avant la fin. Et puis, Ruffenhardt a travaillé, a pété les plombs à gauche, à droite. Il a fait du Ruffenhardt, et puis c'est comme ça qu'il rend service à l'équipe. Ouais, en tout cas, il y a quand même une fin de match palpitante puisque Peterson avait marqué le 4-2, Kunsley marque le 4-3, alors que Zurich avait eu juste une possibilité à 5 contre 4 avant. On se retrouve à 4-3, Serge, après 40 minutes de jeu dans un match. Oui, c'est un peu... Alors d'accord, c'est Zurich qui reviennent, ils sont bons, je suis d'accord, mais quand même, le CP Berne, 4-1 à domicile, on doit pouvoir
gérer cette fin de tiers peut-être d'une autre façon. Effectivement, c'est un peu le problème du CP Berne depuis le début de cette série, c'est qu'on a de la difficulté à jouer des matchs pleins de 60 minutes. On a créé justement cette euphorie avec ces 3 buts d'affilée au deuxième tiers, mais pratiquement avec ces erreurs justement de lecture, également de décision. On laisse Zurich revenir dans le match et puis si Lugano a eu chaud dans l'autre duel, la demi-finale en fin de match avec des pénalités inutiles, Berne a eu très chaud ce soir également en fin de match parce qu'au troisième tiers, on a vu toutes les couleurs. On a vu toutes les couleurs, on a vu un grand Leonardo Giannoni. Et puis on va revenir sur la 59e minute de jeu, 58-30 pour être exact. Stéphane, on a besoin de tes explications. Cage vide du côté des ZDC Lions, on tente le tout pour le tout. Un puck qui arrive, qui tutoie la ligne de but. On lève les gants du côté de Zurich en croyant au but. Et finalement, Leonardo Giannoni qui va récupérer ça. La cage qui va être déplacée, on va aller voir là aussi la vidéo. Pourquoi peut-on aller voir la vidéo? Ben là, la décision, c'est Tobias Verli qui est là, numéro 77, arbitre qui est Jeux olympiques, championnat du monde et tout ce que vous voulez. Donc là, il est un petit peu loin de l'action. Et là, on va aller voir. Quand on voit la vidéo, on va voir si le puck a franchi la ligne. Alors là, on voit que le puck n'a pas franchi la ligne. Si vous regardez ça bêtement, le puck n'a pas franchi la ligne. Et si vous regardez comment on a arrêté le puck sur la ligne, et c'est là que la question vient, c'est que, regardez, Gaétan Haas, il va fermer la main, il va saisir le puck sur la ligne. Il n'a pas traversé la ligne. Il saisit le puck dans sa main. Il le prend dans sa main, il le lève et il le balance. Et ça, c'est penalty. C'est clair. Si vous gelez le puck, vous couvrez le puck dans la cage du gardien avec le gant, la jambière, n'importe quoi, ou si vous fermez la main sur le puck dans le territoire du gardien, c'est penalty. Donc, l'arbitre était un peu loin, Tobias Verli, il n'a pas vu ça. On l'a vu, il n'a pas eu de réaction, il n'a pas fait non, il n'a pas fait oui. On a bien vu qu'il a perdu le puck de vue. Elle a essayé de poursuivre l'action. À la vidéo, on va les contrôler, ça l'a traversé. Mais là, quand il a regardé la vidéo, il a fait exactement comme moi, puis je le connais très, très bien, Tobias. Il s'est dit, OK, pas goal, ouf. Par contre, j'ai raté un penalty. C'est quand même une non-décision, j'ai envie de dire, sur le moment, qui est lourde de conséquences, on est d'accord. On ne peut pas la donner sur la base de la vidéo. On ne peut pas donner penalty quand on le voit la vidéo. Ça, on est d'accord. Le règlement ne le permet pas. Clair et net, Clair. Même s'il le voit à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il aurait dû faire quoi? Et pourquoi il n'y a pas péno, par exemple? Parce qu'il ne l'a pas vu sur la glace en live. Puis qu'est-ce qu'il aurait dû faire, l'ami Tobias? L'ami Tobias, il aurait dû siffler tout de suite au moment où Haas prend le puck dans sa main, le balance. S'il l'avait vu, oui, mais comme il ne le voit pas. Par contre, pour le voir, est-ce qu'il aurait peut-être pas dû faire un 2, 3, 4 mètres de plus, puis aller directement le nez sur le filet pour voir ce qui se passe? Comme il l'a fait très bien, des fois il est comme ça, il fait l'équilibriste sur le goal, là. Ça aurait été le bon soir pour faire ça. Ça aurait été le bon soir pour faire un peu de cinéma, là. Mais là, il s'est approché, il y a comme des joueurs qui ont passé. Moi, je focalisais sur son geste, je regardais, parce que j'ai vu les joueurs de Zurich monter les bras. Et il a mi-chemin entre la bande et puis le goal. Donc, souvent, il n'a rien vu parce qu'il n'a pas fait de signe. S'il avait vu, il aurait fait signe non, oui. Mais là, il n'a pas fait de signe. Tout ce qu'il a fait, c'est comme ça. Est-ce qu'il ne peut pas aller se... Enfin, je veux dire, ils sont 4 sur la glace. Il ne peut pas aller se renseigner quand même parce qu'il ne se dit pas comment le puck n'est pas allé au but. C'est ça. Moi, je me dis, je suis désolé. On peut balayer le puck. Si Gaétan Haas fait balayer le puck avec sa main, ça, c'est permis. Donc, ça aurait pu être ça. Mais là, sur le cas actuel, il n'y a personne qui peut l'aider. Strictement personne. Les juges de ligne sont à la ligne bleue. Peut-être sont en train de foncer dans le paquet. Ils n'ont pas de vue. Il y a un linesman qui est au coin du goal de l'autre côté. Il n'aurait pas pu aller cafeter comme souvent il cafte. Serge, j'adore ton expression, parce que pour les pénalités, ils viennent souvent nous voir. Hein? Ton avis? Non. Mon avis, mais je pense que justement, l'arbitre Verli, ce soir, a fait 2 découvertes quand il allait voir la vidéo. Une heureuse que le puck n'était pas rentré, qui a eu raison sur l'action, et une malheureuse qui s'est dit « Aïe, aïe, là, ça va pas bien. » C'est ça qui est exactement ça. C'est exactement ça, mais Steph, c'est quand même terrible parce que, soyons honnêtes, OK, d'accord, il prend le puck, Gaétan Haas, il prend le puck. S'il prend le puck sur la deuxième ligne, c'est goal. C'est goal parce que le puck aurait traversé la ligne. Le gars, il aurait donné goal, ils auraient dit ouf, OK, il y a pénalité. On aurait raté. Il aurait fait encore un plus gros ouf. Mais moi, j'imagine, Brent Traber était au match. Vas-y, ça. Par contre, qu'est-ce qui aurait pu arriver, c'est une fois que les 4 arbitres se réunissent avant que les 2 arbitres en chef aillent voir la vidéo et puis ils se disent oh, attention, là, il y a Gaétan Haas qui a fermé la main sur le puck. Donc, avant qu'on aille voir la vidéo, on peut directement donner pénalité. Oui, mais il faut que quelqu'un l'ait vu. Puis souvent, ce pénalty-là, moi, ça m'est arrivé de donner des pénaltys pour geler le puck. Ça t'arrive dans ta carrière, des déplacés de cage, etc. Ça, c'est où tu le vois ou tu le vois pas. Hein, parce que tu peux pas dire... Des fois, tu dis, c'est passé quelque chose, mais
c'est trop tard après revenir, etc. Mais moi, j'imagine l'enceinte. Brian Traber était au match, chef des arbitres. J'imagine rentrer dans le vestiaire après le match. Je connais Tobias Verli, c'est un chic type. Il est vraiment... Je suis sûr que la première chose qu'il a dit à Brian, il a dû dire « Je sais, il y avait pénalty, on passe à d'autres choses. » Par contre, par expérience d'avoir coaché plusieurs matchs à Berne, contre Berne, je pense que c'était plus facile pour l'arbitre d'annuler le but de Hebet au premier tiers que de donner un pénalty à Zurich dans la dernière minute de jeu ce soir. C'est quand même terrible parce que, de nouveau, voilà, c'est beaucoup plus simple parce que nous, on est assis là sur un plateau de télévision, on a le recul, on est bien d'accord à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a des faits de match et on l'a déjà vu dans cette série et c'est ce qui la rend finalement passionnante et aussi excitante, c'est que vous dites, OK, c'était l'acte 5. Si c'est l'acte 7, c'est quand même beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. Ou si Zurich passe pas. Allez, oui, ou si Zurich passe pas, en effet. Mais il y a 2-3 politesses qui se sont échangées. C'est normal, vous me direz. En play-off, on est comme ça. Même si on se revoit dans 2 jours, on aime bien se rappeler aux bons souvenirs. Bam, un petit check appuyé de l'ami Ruffenard qui se prend en plus un petit coup de crosse. Ça, c'est le classique, on va dire, du cinéma. Mais ça fait partie aussi des play-offs de l'intimidation. Et puis, il faut dire qu'il y avait une telle charge émotionnelle, Gilles, dans cette rencontre. Ça nous semblait quasiment impossible qu'elle se termine. On va dire quoi? Par des salutations lointaines. Ouais, effectivement, on pourrait dire que ça fait partie du jeu, mais là, il reste une seconde. Ben voilà, l'ami Ruffenard, il fait son Ruffenard et puis il va provoquer. Alors voilà, on le connaît un petit peu. Après, c'est clair que ça part, parce que vous pouvez, c'est comme à la boxe, vous en prenez une, vous cherchez qu'une chose, c'est de vous venger et puis d'en mettre une. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui commence et puis ça part en vrille assez facilement. Et avec 2 minutes plus 2 minutes pour Alain Berger, plus 10 minutes de comportement antisportif, Phil Baltisberger aussi, Reto Shepi aussi, Justin Kruger aussi. Voilà pour les pénalités données à la 60e minute de jeu. Comme quoi, vous pouvez donner des petits coups avant, il n'y a pas de problème. Anecdotique. C'est pas pénalisé. C'est anecdotique. Ce qui est moins anecdotique, c'est bien sûr cette victoire du CP Berne. On va tout de suite passer aux interviews. On va écouter la réaction du côté bernois, celle de Maxime Noro. Maxime, il n'y a pas de match facile dans ces playoffs et la rencontre de ce soir l'a bien montré. Oui, exact. Je pense que c'est tous des matchs serrés, des matchs d'un but. On doit continuer à travailler, mais on a le bon esprit d'équipe dans la chambre, on croit en nos chances. Il faut jouer notre match, il ne faut pas s'ajuster trop à eux. Il faut jouer la façon que SCB ils ont joué toute l'année, puis je pense qu'eux autres, il va falloir qu'ils s'ajustent. À 4-1, vous pensiez peut-être avoir gagné le match ce soir? Je pense pas. C'est une bonne équipe, beaucoup d'offensives. Ils ont beaucoup de confiance présentement après la première ronde, alors, et puis surtout les premiers matchs. Mais on a une bonne équipe, puis on continue comme ça. C'est un premier pas, mais il vous faut encore gagner 2 matchs pour entrevoir la finale. Oui, exact. Nous, on croit beaucoup dans la chambre. On a eu une bonne discussion aujourd'hui, puis on veut vraiment... Notre but au début de l'année, c'était de gagner le titre. Alors, peu importe c'est quoi la série, on veut gagner la série et on espère passer à d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est un match à la fois. Merci, bonne suite. Ah oui, on retrouve le sourire évidemment du côté des CP Berne après cette victoire. Et puis on retrouve le sourire également du côté de Sarah, la grande gagnante de notre concours qui remporte le maillot dédicacé par toute l'équipe de Simon Moser. Félicitations à elle. On aura encore évidemment du beau cadeau à vous offrir. Ça sera notamment certainement pour la finale. Allez, réaction maintenant du côté des ZSC Lions après cette défaite certainement frustrante. On va écouter l'entraîneur du Z. On va écouter Hans Kosman. Hans, Zurich vient mourir au poteau ici à Berne. Ce soir, quel est le sentiment au terme de cette rencontre un peu folle? Ouais, c'est un match assez serré à la fin, mais je crois qu'on a perdu le match premier tiers. C'était 1-1, c'était déjà bien pour nous. On n'a pas bien commencé. Et deuxième, on a perdu un peu la rythme. Et c'est à nous de rebondir maintenant samedi. Il y a quand même eu une très belle réaction après le 4-1 jusqu'à cette dernière folle action qui devait peut-être déboucher sur un penalty. Vous en pensez quoi? Ça c'est le hockey. On a laissé des choses trop tard. Certainement cette action, si on voit bien, ça doit être un penalty, mais non, ça c'est le règlement, mais les arbitres ils n'ont pas vu, alors on ne peut pas changer ça. Merci. Parole de Dieu. La zénitude. La zénitude. Ainsi soit-il. Non, mais c'est comme ça. Non, c'est vrai, la zen attitude maintenant, tout à coup. Mais c'est juste ce qu'il dit. On ne peut pas changer, mais je pense qu'en dedans, il doit se dire oh.
Bah, je pense qu'il était quand même aussi, et il l'a très bien dit, Serge, très frustré de ce premier tiers et puis du début du deuxième tiers. Puis le hockey de rattrapage, un hockey qui s'y évidemment à aucune équipe et encore moins peut-être aux ZDC Lions. Oui, effectivement. Je pense que ce soir, il y a eu cette fébrilité du côté de Zurich au deuxième tiers et puis également au début du match. Je sais que Berne a été meilleur que Zurich et puis ça a été suffisant pour Berne pour pouvoir remporter le match. Oui, et Zurich qui mène toujours 3-2 dans la série, ainsi que Lugano, comme vous l'avez vu. On va passer maintenant à la finale de play-out. Il y avait la possibilité pour Ambri Piotta d'aller sous les tropiques, d'aller en vacances dès ce soir. En effet, on ne s'était pas trompé. On avait fait le plein du côté de la Valachia. Ça a été un match là aussi palpitant, parce que du côté de la Levantine, on s'est un peu compliqué la tâche. On a fait la course en tête pendant quasiment tout le match. On a bénéficié de beaucoup de supériorité numérique. On n'a pas réussi à scorer dans cette discipline, quoique le deuxième sera en supériorité numérique, mais c'est Zwerger qui va ouvrir le score 1-0 à Nassis de Skragen dans une ambiance, vous l'imaginez, de folie. C'est sûr, Gilles Montandon, que c'est plus simple évidemment de mener au score après 5 minutes de jeu. Ça aide, ça facilite les choses. Ah ouais, quand même, c'est vrai que de la part d'Ambry, je veux dire, là, ils étaient quand même dos au mur. Alors bien sûr, ils mènent dans la série, mais c'est toujours assez compliqué ces matchs-là, de surcroît à la maison. Vous pouvez sauver votre chemise sur un match, il faut le faire. Voilà, il faut encore que le puck roule pour vous. Vous pouvez dominer et pas forcément gagner. Et voilà, Ambry l'a fait, tant mieux pour eux. Jeff Teff va marquer le 2-0 à 5 contre 4, 19e minute de jeu, 2-0 après 20 minutes de jeu. Mais voilà, Ambry va se faire peur. Pourquoi? Parce que Abbott va marquer à la dernière minute de la deuxième période. Et ça, c'est toujours très, très compliqué pour Ambry Piotta qui va tenir. Malgré tout, moi, jouer le tout pour le tout du côté de Cloton. On n'arrivera pas à égaliser malgré une grosse possibilité, notamment de Denis Hollenstein qui va manquer le cadre. Enfin, quoi qu'il en soit, Ambry Piotta est sauvé. Ambry Piotta reste en National League. Et là, Serge Pelletier, il y a un grand ouf de soulagement, même si ce sont des situations que connaissent bien sûr cette équipe levantine. Mais on a le sentiment cette saison qu'il y a, comment je dirais, il y a plus de positif, on va dire, que de négatif quand même dans la saison d'Ambry. Je pense qu'Ambry, il faut donner le mérite à Ambry qui s'est bien battu tout au cours de la saison. Ils ont rarement été largués dans les résultats. Ils ont été souvent très près aux résultats avec des matchs très serrés. Dans cette série-là, justement, contre Cloton, ils sont quand même montrés meilleurs que Cloton. Ils sont allés gagner à l'extérieur. Ils ont commencé très fort la série avec une victoire de 4-0. Donc, chapeau à eux. Je pense qu'on va pouvoir chanter la Montanara une bonne partie de la nuit ce soir en Ambry. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que cette équipe-là a vécu un drame quand même. Dernièrement, on l'a vu, l'accident de voiture. Et deux gars qui sortaient de la salle de fitness samedi, il y avait un petit workout d'équipe. Et puis, il y a eu cet accident dont tout le monde est au courant. Et Plastino est hospitalisé encore une fois. Gengoy s'en est tiré indemne ou à peu près, en tout cas pas émotionnellement. On sait que ça a été très compliqué pour lui parce qu'ils ont frôlé la mort. Plastino est blessé, mais en tout cas sur le lit d'hôpital, pas en danger de mort, évidemment. Et je pense que, moi, j'ai parlé avec René Matt, il m'a dit que cet événement-là a été troublant pour l'équipe, très troublant. Et puis, mais il dit, je pense que ça ressoudait un petit peu les liens. Tout le monde s'est dit, ça a comme créé une osmose d'équipe. Et je pense que la victoire sera d'autant plus belle qu'avec ce qui est arrivé à l'équipe. Oui, puis ce Zwerger, quand même, hein, on m'a dit, c'est la révélation du côté d'Ambry Piotta. Moi, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Au niveau de cette saison, c'est encore lui qui marque le premier goal. C'est ce type de joueur, alors peut-être qu'il va falloir... Alors on sait qu'il sera toujours Levantin la saison prochaine parce qu'ils ont le fin d'année pour le signer, pas seulement une année, Gilles. Mais je me demande, il y a eu le départ de Pestoni du côté d'Ambry. On a dit, comment on va faire Ambry Piotta sans Pestoni, c'est leur meilleur joueur, c'est leur joueur étoile, blablabla. Puis finalement, on voit que du côté des ZDC Lions, ils ne jouent même pas. Et on trouve un type comme Zwerger, qui est peut-être la perle sur laquelle on pourrait construire du côté d'Ambry. Disons qu'ils auraient presque intérêt, hein, parce qu'il va y avoir un tournus de joueurs assez conséquent de la part du côté d'Ambry. Et c'est vrai que quand vous pouvez mettre la main sur des Zwerger qui sont hyper opportunistes, hein, ça c'est des perles dans une équipe. C'est peut-être pas les plus gros bosseurs défensivement, mais offensivement, ils vous font gagner des matchs. Ils marquent des game-winning goals, ils vous font gagner des matchs. Je veux dire, ils sont hyper importants. Il ne faut pas en avoir 20 des comme lui non plus, hein. Mais en avoir quelques-uns, là, ça peut être hyper précieux. Il est fort physiquement. C'est un gars dont personne ne voulait. Hein. Je rappelle que ce gars-là, quand il a joué en Amérique pendant 4 ans du côté des juniors majeurs de l'Ouest, et puis
son agent a offert ses services à tous les clubs. Personne ne disait c'est qui. Finalement, personne n'en voulait vraiment. Il y en a plusieurs qui l'ont passé, puis Ambry l'a signé. Ils ont fait une sacrée bonne affaire parce que c'est la révélation. Ils ont eu le fin nez, en effet. Puis à mon avis, ça va être difficile de le garder du côté d'Ambry Piotta. Petit point sur le tableau pour confirmer évidemment que c'est bien Ambry Piotta qui est en vacances. Et donc l'Automne qui devra sauver sa place du côté du barrage 4-1 sur l'ensemble de la série. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Gilles Montandon. Merci beaucoup, Serge Pelletier. On se retrouvera dans 2 jours, bien sûr, samedi, et notamment pour la prochaine soirée de National League, 2 demi-finales encore à suivre. Et notre match studio sera l'encontre entre Lugano et le HC Bienne. Et puis ne manquez pas demain la Swiss League, le studio bien sûr, avec peut-être la qualification pour les barrages d'une certaine équipe de Rapperswil. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne soirée à tous. Bye bye.